Je souhaitais procéder au rappel avant d'aborder la partie budgétaire, la réforme budgétaire des SIAD SPASAD, faire un rappel sur la partie tarifaire et sur donc cette nouvelle équation tarifaire en vous rappelant que les SIAD auront désormais ce qu'on appelle une dotation globale de soins qui est composé de trois parties. Le FGS, le forfait global de soins, qui va retenir une grande partie de notre attention, ajouter une dotation de coordination et éventuellement, le cas échéant, des financements complémentaires. Je vous rappelle ici le schéma précédemment transmis et déjà présenté. Donc, votre dotation globale de soins, c'est le tout, c'est l'ensemble des mesures qu'on peut vous donner en tant que SIAD ou SPASAD, partie soins, avec donc la grande première composante qui est le forfait global de soins, qui comprend deux aspects, c'est-à-dire les frais de structure et de déplacement et les interventions à domicile. Le deuxième aspect de cette dotation globale de soins, c'est la dotation de coordination. Donc, c'est une dotation qui est versée en théorie aux services qui délivrent des prestations d'aide et de soins pour financer des actions qui permettent de garantir aux usagers la nécessaire cohérence de vos interventions dans ces deux champs, c'est-à-dire dans celui de l'aide et celui de soins. De toute façon, tous les services de France et de Navarre devront converger vers ce type de prestations d'aide et de soins. Aussi, dès 2023, l'ARS a décidé d'accorder à tous les services de la région SIAD-SPASAD cette dotation de coordination. Donc, c'est le cas échéant pour la France, mais c'est déjà fait pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, troisième partie de cette dotation globale de soins, ce sont les financements complémentaires. Donc, c'est des éventuels financements pour certaines actions, pour certains publics ou des interventions à des horaires spécifiques. Je vous ai mis comme exemple, ce qui est d'ailleurs une des thématiques les plus répandues dans les financements complémentaires, c'est tout ce qui est équipe spécialisée. Donc, équipe spécialisée Alzheimer ou maladies neuroévolutives, mais on peut noter aussi des interventions de nuit ou des temps de psychologue. Donc, cette nouvelle équation tarifaire et la réforme tarifaire des services portent essentiellement sur le FGS. Donc, dans la dotation globale de soins, il y a une partie qui s'appelle le forfait global de soins. Et ce forfait global de soins concentre toute l'énergie de la nouvelle tarification. Et ce FGS, il repose sur une équation tarifaire qui est composée de deux éléments, comme je vous l'ai dit à l'instant, une part socle qui inclut donc les frais de structure et de transport, et une deuxième part qui est plus variable, qui est relative quant à elle aux interventions que vous pouvez effectuer au domicile des usagers. D'ailleurs, ces interventions, elles reposent sur 9 forfaits d'intervention par semaine, donc 9 forfaits hebdomadaires qui eux-mêmes reposent sur trois variables que sont le GIR, l'intervention ou non d'une IDE et l'intervention ou non pendant les week-ends. Je vous rappelle ici le schéma également précédemment présenté au webinaire du mois de septembre 2023. Donc, votre forfait global de soins, il comprend la part socle, frais de structure et de transport. En l'occurrence, comment il est calculé, c'est assez simple comme calcul. C'est le nombre de votre SIAD, le nombre de places autorisées de votre SIAD, ni plus ni moins, qu'on multiplie par un forfait annuel par place. Celui-ci est fixé par le niveau national et en l'occurrence, en 2023, il était d'un peu plus de 8 600 € par place. À côté de ça, on va additionner donc la part variable, c'est-à-dire les interventions à domicile avec nos forfaits d'intervention hebdomadaires de prise en charge, les 9 forfaits d'intervention qui peuvent être parfois majorés. Je ne vais pas rentrer dans ce détail puisque nous l'avons déjà évoqué précédemment sur le précédent webinaire pour lequel vous avez également l'information sur le site internet de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Je vais également ici représenter le mécanisme de convergence tarifaire. Donc, il y a une mise en œuvre progressive de la réforme tarifaire qui s'effectue sur 5 années, en l'occurrence depuis l'année dernière, depuis l'exercice 2023, pour arriver en vitesse de croisière à l'exercice 2027. En 2027, donc, tous les services SIAD SPACAD de France disposeront de son budget cible appelé dotation cible. Donc, sur cette période de 5 ans, montée en charge de cette réforme, les financements dédiés au SIAD, SPACAD, seront donc le montant finalement de l'année dernière, le montant reconductible de l'année dernière, le FGS reconductible de l'année dernière, majoré par un taux d'actualisation national auquel on va venir impacter ce que l'on appelle un pas de convergence, c'est-à-dire une fraction de la différence entre votre forfait global cible projeté à horizon 2027 et votre FGS de l'année dernière pérenne. En l'occurrence, cette année 2024, eh bien, cette fraction, elle sera égale à un quart. L'année dernière, elle était égale à un cinquième. Il est important de noter que pour cette année, et c'était valable également l'année dernière, mais pour ces deux exercices qui sont 2023 et 2024, si votre forfait cible, c'est-à-dire si votre FGS projeté à horizon 2027, eh bien, il est en dessous de la dotation que vous aviez, la dotation pérenne que vous aviez en 2022, eh bien, il y a une mesure protectrice de gel de crédit qui est introduite pour ces deux exercices et qui permet de maintenir aux services qui seraient concernés, donc de maintenir la dotation historique, c'est-à-dire celle de 2022. Et donc, du coup, il n'y a pas de dotation en 2023 et en 2024 au niveau des FGS qui serait inférieur à celui de 2022. Il y a donc deux situations de convergence. La première est massivement l'ensemble des SIAD au niveau national, et c'est vrai également pour notre région. Massivement, nos services connaissent une convergence dite positive, c'est-à-dire que le forfait global de soins de 2024, il est inférieur au forfait global de soins projeté à horizon 2027. Donc, votre dotation, elle augmentera petit à petit, progressivement chaque année via ce fameux pas de convergence. Et en l'occurrence, on vient de le dire, en 2024, votre pas de convergence, il est d'un quart. Alors, précision tout de même, le FGS dit projeté 2027, c'est pas au sens premier ou strictement une projection, mais un calcul qui est effectué à ce jour, à un instant T, en supposant que votre activité, c'est-à-dire votre niveau d'activité et les caractéristiques de votre activité, les usagers que vous prenez en charge, les GIR, les interventions le week-end, les prises en charge combinées, etc., eh bien, il ne bouge pas. On raisonne à isopérimètre. Or, on sait très bien que votre activité, que ce soit par son volume ou par ses caractéristiques, eh bien, elle peut et elle évolue. Aussi, votre forfait global de soins projeté à horizon 2027, il bouge nécessairement. D'accord? La convergence négative, donc il y a effectivement quelques cas en région. Donc la convergence négative, eh bien, on constate que les dotations dites historiques, c'est-à-dire que ce qu'on pourrait transposer comme étant le FGS de l'exercice 2022, eh bien, en fait, il est déjà au-dessus du forfait global de soins projeté à horizon 2027. Donc là, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit se passer que progressivement, convergence vers le forfait global de soins projeté à horizon de 2027 et donc diminution progressive de votre dotation. Je rappelle ce que j'ai indiqué en bleu supra, c'est-à-dire que l'État a décidé donc de maintenir les dotations historiques de ces services pendant 2 années. Donc c'était le cas l'année dernière et c'est encore le cas cette année. Au-delà, eh bien, l'idée, c'est que les services qui sont concernés, donc il y en a peu en région, on en a 5, qui étaient en tout cas ciblés en convergence négative en 2023. Eh bien, l'idée, c'est que ces services, ils doivent
ajuster leur activité en volume et en caractéristiques, encore une fois, et donc se conformer aux objectifs de la réforme durant cette période. Et si on constate que les caractéristiques des personnes accompagnées et ou que le volume des personnes accompagnées venait à évoluer, j'ai envie de dire à la hausse, entre guillemets, eh bien, la convergence pourrait s'avérer soit être neutre ou, mieux encore, potentiellement positive et donc avoir des pas de convergence positifs. Je tiens également à souligner que le forfait global de soins avant la réforme, en moyenne sur notre région Bourgogne-Franche-Comté, il s'élevait aux alentours de 15 600 euros par place, sachant que la région Bourgogne-Franche-Comté, à ce jour, compte 6 928 places, personnes âgées et personnes handicapées de SIADS-PASSAD en région. Au 1er janvier 2024, on passe déjà à un coût place moyen, un FGS moyen de 16 200, donc de 15 600, on passe à 16 200, et que le forfait global de soins projeté à ce jour, hein, avec les éléments que nous avons à ce jour, eh bien, c'est une projection de l'ordre de 17 100 euros par place, c'est-à-dire que c'est 1500 de plus, 1500 euros par place de plus qu'avant la réforme. Et si on multiplie ces 1500 euros par place par les 6300 places qu'il y a en région, eh bien, c'est plus de 10 millions d'euros de convergence positive, de moyens supplémentaires, de moyens nouveaux qui sont apportés au service de la région. Donc, cette fois-ci, je vais aborder un thème qui, je sais, vous est cher, c'est la collecte de données à travers le recueil de données sur la plateforme développée par la CNSA, sur Sidoba, puisqu'on a eu beaucoup d'échanges sur ce sujet ces dernières semaines. Donc, votre FGS, votre forfait global de soins, qui est une des composantes de votre grosse dotation globale de soins, grosse parce qu'elle comporte plusieurs éléments, dont le forfait global de soins. Donc, ce FGS, il repose, comme vous l'avez compris, sur des données d'activité, les fameux forfaits d'intervention hebdomadaires. En l'occurrence, pour le FGS de 2023 et le FGS de 2024, qui nous concernent là actuellement, ils sont calculés, établis à partir de coupes réalisées par la TIH sur des fichiers Excel que vous avez complétés en 2021, en 2022 et en 2023. Il y a eu des coupes sur ces 3 années. Depuis précisément le 14 novembre 2023, la CNSA donc, a ouvert sur son portail dans Sidoba une application Flusiad qui permet de collecter. Alors, quand on dit collecter, vous voyez, il faut y voir un synonyme, c'est-à-dire une saisie des données relatives donc à vos usagers qui vont donc permettre ces saisies, le calcul et la tarification de vos services. Accessoirement, Sidoba, il permet également de contrôler les financements versés et de réaliser des études statistiques. Dans Sidoba, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est qu'il existe 2 profils. Il y en a un qui s'appelle un profil directeur, qui est plus un profil où on demande une saisie administrative, et un autre profil qui est un profil soignant, où là, on va demander plus une saisie de caractérisation de la prise en charge. La grille Agir, par exemple. Et donc, ce qu'il faut surtout bien retenir, c'est qu'il faut d'abord faire un profil directeur dans votre service. Celui-ci est validé par l'ARS ou par la CNSA et que ensuite, c'est bien ce profil directeur qui va pouvoir activer les profils soignants. Donc, les profils soignants, ce n'est pas l'ARS ou la CNSA qui peut les activer, c'est uniquement le profil directeur, sachant qu'il peut y avoir plusieurs profils directeurs au sein d'un service et qu'il peut y avoir plusieurs profils soignants au sein d'un service. Mais en tout cas, le profil soignant, l'ARS, elle ne peut rien y faire. Le profil soignant, c'est à la charge, à la responsabilité du directeur, enfin, du profil directeur, je ne sais pas qui se cache derrière concrètement, mais c'est le profil directeur qui doit l'activer. Chose importante aussi, c'est que quand vous créez ces profils, il faut que vous créez un compte sur Sidoba dans lequel on vous demande une adresse email.
faites bien attention, soyez bien vigilants à mettre à jour les adresses email. D'ailleurs, je vous préconise de mettre plutôt des adresses mail génériques, puisque les gens peuvent partir, les adresses génériques, en général, elles restent. Donc, je vous conseille plutôt des balles génériques que des balles nominatives. Je vous informe également et conseille par là même de bien surveiller justement quand il y a des départs d'agents, de bien veiller, alors normalement à supprimer le profil, mais surtout à bien activer les nouveaux profils des nouveaux agents qui arrivent. Donc, il y a bien à penser à ça parce que dans les profils et les adresses mail que vous pouvez y mettre, derrière, la plateforme, elle va reprendre ces adresses email et potentiellement vous faire des mailings d'alerte. Donc, c'est important d'avoir bien à jour ces profils et les adresses email qui sont dans ces profils et dans ces comptes. Également, dans Sidoba, il y a une application où vous pouvez demander donc l'ouverture de cette application qui est un kit de formation en ligne, donc toujours sur cette plateforme portail de la CNSA, comme vous avez une brique, une application dédiée à la saisie concrètement et en vrai, en dur, du collecte de données, bah, vous avez une autre application, une autre brique de formation avec donc ce kit de formation en ligne où il y a un certain nombre de matériel à votre disposition, notamment des vidéos, des guides, des cours théoriques, mais aussi des cas qui sont pratico-pratiques, des fiches mémo et une foire aux questions qui est mise à jour très régulièrement puisque tous les services de France et de Navarre y ont accès et ont déjà posé des questions. Et donc, il y a déjà beaucoup de réponses qui sont apportées dans cette foire aux questions. Nous avons déjà fait une première session de webinaire lundi dernier sur ce même sujet, sur ce même PowerPoint. On nous a posé des questions et je suis allée vérifier. Les réponses se trouvent déjà dans un nombre important de réponses se trouvent déjà dans cette foire aux questions qui est nationale et qui est mise à jour, encore une fois, très régulièrement. Donc, je ne peux que vous inviter, vous conseiller, avant d'aller remplir en dur la collecte de données, d'aller faire un tour vraiment sur ce kit de formation en ligne préalablement à toute saisie pour que vous puissiez y voir, y détecter tous les trucs et astuces, les consignes de remplissage pour que vous puissiez compléter au mieux cette collecte de données parce qu'en fonction de ce que vous allez renseigner ou pas dans collecte de données, eh bien, on va récupérer ces informations-là et on va calculer votre FGS. Donc forcément, si c'est vierge, ça veut dire qu'il y a zéro activité, ça veut dire qu'il y a 0 €. C'est ça que ça veut dire concrètement derrière. Donc justement, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc la collecte de données pour la tarification doit se faire le plus possible au fil de l'eau. Et en l'occurrence, la collecte, donc la saisie par vos soins sur cet outil, doit se réaliser pour le FGS de l'exercice N entre le 1er juin N-2 et jusqu'au 31 mai N-1. Donc, c'est sur ces 52 semaines qu'on vous demande de mettre semaine par semaine la prise en charge de vos usagers. La transmission de ces données, quant à elle, va s'opérer automatiquement et ça sera le 30 juin N-1. Donc, en fait, la CNSA, elle va appuyer sur un bouton et à partir du 30 juin N-1, ben, il ne sera plus guère possible de saisir quoi que ce soit ou de corriger quoi que ce soit. Et ça va remonter au niveau national toutes les données de tous les SIAD de toute la France. Et le niveau national va opérer ses calculs pour savoir s'il faut vous donner des pas de convergence positifs ou négatifs et donc calibrer les enveloppes de toutes les ARS de France pour qu'on puisse vous déléguer les crédits derrière. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si l'un d'entre vous ne parvient pas à transmettre, saisir donc ces données d'activité dans les délais impartis, ou en tout cas si les informations transmises seraient incomplètes ou inexploitables? Eh bien, l'ARS peut demander au service de procéder à la transmission complète de ces données et ou aux corrections nécessaires dans un délai maximum de 15 jours. Pour autant, cet exercice-là, il se déroule sur la période du mois de juin, puisque vous avez vu que vous saisissez pour 52 semaines du 1er juin au 31 mai.
Et donc, du coup, entre le 1er juin et le 30 juin, date de fin de l'exercice, eh bien, il y a un mois. Sur ce mois de juin tous les ans, c'est justement le but du jeu pour vous d'aller regarder dans Sidoba pour bien vérifier que les données sont complètes et éventuellement les corriger. Nous, au niveau de l'ARS, on devra avoir des outils nous permettant de voir tout de suite ceux qui n'auraient pas rempli, pas tout rempli, rempli avec des atypies, sachant que certaines atypies sont normales, certaines ne le seront pas. Donc, on devrait avoir du niveau national des fichiers qui nous permettent de contacter et de cibler les services qui seraient dans ce cas-là. Et justement, l'outil que vous utilisez pour cette collecte de données doit monter en gamme et doit générer tout seul, repérer tout seul ce type d'anomalie et générer tout seul des emails à votre attention en disant attention, il y a des fiches vides, attention, il y a des trucs bizarres dans ce que vous avez saisi. Si un des services ne transmet toujours pas ou ne corrige pas ces données dans ce délai, eh bien, au 30 juin, ça sera plus possible après le 30 juin, ça sera plus possible de saisir ou de corriger quoi que ce soit. Donc, du coup, c'est l'ARS réglementairement qui fixe d'office votre forfait global de soins. Alors, c'est pas tout à fait zéro, hein, j'ai un petit peu forcé le trait il y a quelques instants. Votre FGS de l'année N sera au mieux égal à 100% de celui de l'année dernière et au pire, on peut appliquer une décote jusqu'à 10%, c'est-à-dire que votre forfait global de soins de l'année N peut être égal à 90% de votre forfait global de soins pérenne de l'année d'avant. Alors, j'illustre ici deux exemples de FGS en vitesse de croisière par rapport à l'outil collecte de données ouverte, cette collecte ouverte sur les 12 mois qui vont bien. Donc, sur le FGS de 2026, pour exemple, eh bien, il s'agira de saisir entre le 1er juin 2024, donc dans quelques mois, jusqu'au 31 mai 2025 vos données d'activité, donc la caractérisation de votre présence en charge, c'est-à-dire une fiche par usager. En juin 2025, eh bien, on regarde ce qu'on a fait sur les 52 semaines d'activité précédentes pour être sûr que tout est bien calé. Potentiellement, on a une alerte de l'ARS et ou de l'outil. Et le 30 juin, vos données, elles remontent pour calibrer, calculer votre FGS 2026. Je vous ai mis le même exemple sur 2027 avec les dates qui vont bien. Là où je veux attirer votre attention, c'est que comme vous pouvez le voir, en fait, au mois de juin, en l'occurrence dans mon exemple, en mois de juin 2025, il se passe deux choses. C'est qu'au mois de juin 2025, un œil dans le rétroviseur, vous checkez, vérifiez les données d'activité entre juin 24 et mai 25. Mais également, en juin 2025, eh bien, c'est le premier mois de saisie pour le calcul de votre FGS futur. Donc, au mois de juin, c'est un œil dans le rétroviseur et un œil dans le futur. Concernant le FGS de 2024, donc de cette année, la période de saisie dans Sidoba, donc si on suit ce calendrier, eh bien, elle était comprise entre le 1er juin 2023 et là, bientôt, le 31 mai 2025. C'est-à-dire, dans 2 mois et demi, c'est la fin de saisie, c'est la fin de collecte. Sauf que le 1er juin 2023, bah, la plateforme, elle n'était pas ouverte puisque je vous ai dit qu'elle avait ouvert au mois de novembre 2023. En l'occurrence, le niveau national, la CNSA et la TIH ont récupéré de vos coupes réalisées en 2021, 2022, 2023 et a déjà pré-rempli les fiches usagées et les a déjà injectées dans Sidoba. Donc, il faut, dans un premier temps, dans cet exercice-là, aller vérifier les fiches déjà pré-renseignées des usagers, donc sur la base des coupes réalisées. Donc, c'était au printemps de l'année dernière. Ils ont pris les coupes du printemps de l'année dernière, donc mars-avril. Ça dépend des services, ça dépend des régions, mais c'est à peu près à cette date-là. Et donc, du coup, les fiches sont déjà existantes, elles sont déjà pré-renseignées. Pour autant,
il faut quand même revoir ces fiches et informations importantes, notamment le numéro, le NIR, qui n'existait pas et qui doit être complété par vos soins et potentiellement mettre à jour ces fiches existantes si nécessaire. Et puis, évidemment, si vous avez des nouveaux usagers par rapport à ces coupes, eh bien là, il s'agit de créer de plein pied, complètement, pleinement, de nouvelles fiches pour ces nouveaux usagers. Et donc, du coup, cette opération, eh bien, elle doit être réalisée jusqu'au 31 mai 2024. En tout cas, les prises en charge par semaine hebdomadaire, c'est jusqu'au 31 mai 2024 avec le mois de juin 2024 pour bien checker, vérifier que tout est bien en ordre de votre côté. Mais ça suppute déjà de vous connecter à la plateforme et de créer des profils. Cette fois-ci, je vais aborder donc le volet sur la réforme plus budgétaire des services, sachant que les services passent à ce qu'on appelle à une tarification à la ressource et en général, quand une structure médico-sociale, un ESMS, passe à une tarification dite à la ressource, en général, ça s'accompagne mécaniquement, obligatoirement, du passage à l'EPRD, c'est-à-dire à un nouvel environnement budgétaire, à une nouvelle présentation des prévisions du budgétaire, l'EPRD, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Donc ça, c'est la théorie. En l'occurrence, concernant les services, SIAD, SPASAD sur la section soins, il y a une procédure budgétaire adaptée et donc cette tarification à la ressource qui s'applique à vos services ne s'accompagne pas tout de suite et mécaniquement d'un passage à l'EPRD, contrairement à ce qui s'était passé en 2017 pour les EHPAD. Par contre, à compter de 2026, de l'exercice 2026, le passage à l'EPRD, il sera dit généralisé, ce qui veut dire qu'il sera obligatoire et donc qu'il s'imposera à l'ensemble du secteur, donc des SIAD et SPASAD de la France. Dans l'attente de ce passage de changement d'environnement budgétaire, de ce passage à ce qu'on appelle l'EPRD, le passage à l'EPRD, il reste donc conditionné à la signature d'un contrat ou d'une convention. Et en l'occurrence, en région, on a trois cas de figure. Donc, on a les services qui ne seraient pas encore sous ces pommes et qui restent donc sous l'ancien environnement budgétaire, c'est-à-dire celui du BPCA, budget prévisionnel quota administratif. Les services qui ont signé un CEPOM, donc là, mécaniquement, il passe sous un environnement budgétaire qui s'appelle l'EPRD-ERRD. Donc EPRD, état prévisionnel des recettes et des dépenses, et par symétrie, l'ERRD, l'état réalisé des recettes et des dépenses. Sachant qu'en théorie, tous les services de France et de Navarre doivent avoir signé un CEPOM d'ici au 31 décembre 2025. Ça, c'est la théorie. Mais CEPOM ou pas CEPOM, l'exercice 2026 sera couvert par un CEPOM, c'est le nouvel environnement budgétaire de tous les SIAD de la France. Et enfin, un tropisme local. Certains services en région ont signé une convention pour un passage anticipé de présentation du prévisionnel sous format EPRD. Et donc, c'est bien les dispositions de cette convention qui s'appliquent dans l'attente de la signature du CEPOM ou à défaut, du coup, du 1er janvier 2026, car CEPOM ou pas CEPOM, janvier 2026, enfin exercice 2026, passage à l'EPRD obligatoire. Du coup, dans l'attente du passage à l'EPRD, certaines règles de l'ancien environnement, BPCA, elles sont adaptées, puisqu'en fait, on assiste à une inversion du processus d'allocation de ressources. C'est le fameux passage à une tarification à la ressource. En fait, c'est d'abord l'ARS qui notifie sa décision tarifaire à votre service, et en l'occurrence,
dans les 30 jours suivant notre top départ au niveau national, c'est-à-dire que la CNSA, elle publie nos dotations régionales limitatives à nos ARS, et du moment où elles font cet acte-là, enfin le moment où la CNSA fait cet acte-là, ça donne le top départ de la campagne budgétaire, et donc de là, nous avons 30 jours pour vous envoyer votre décision tarifaire. Et donc, du coup, votre budget prévisionnel N, donc on va prendre l'exemple de 2024, votre budget prévisionnel de 2024, il ne doit plus s'effectuer pour le 31 octobre N-1, donc vous n'envoyez plus votre BP au 31 octobre N-1 à l'ARS, mais dans les 30 jours suivant la réception de notre décision tarifaire. Donc, je vous ai mis ici le schéma qui explique cette logique. Donc, top départ du national, ARS derrière à 30 jours pour notifier ses crédits au service. Et derrière, le service a 30 jours maximum pour transmettre son budget prévisionnel. Donc, selon le fichier, le cadre normalisé qui existe depuis des années et qui n'a pas franchement été remis à jour, si ce n'est qu'il y a une petite nouveauté dans ces annexes. C'est un fichier Excel qui est une annexe concernant la CAF, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement. Donc, ces documents-là, budget prévisionnel et annexe CAF, seront également disponibles sur le site internet de l'agence. Tout ceci se déroulant par voie dématérialisée uniquement, et donc cette méthodologie s'applique à compter de l'exercice de cette année, c'est-à-dire à compter de 2024. Avant d'aller plus loin sur les échanges de transmission budgétaire, je souhaitais faire ici une incise sur l'affectation des résultats donc issus des comptes administratifs. Donc, dans les notifications de ressources, les décisions que l'ARS transmet au service, nous avons l'affectation des résultats administratifs, notamment ceux qui découlent des exercices de 2021 et 2022, qui étaient donc avant la réforme. Et donc, du coup, les résultats issus des comptes administratifs de 2021 et 2022, dès lors qu'il n'y a pas de CEPOM, ils peuvent être intégrés à votre dotation globale de soins. En tout cas, l'affectation est décidée par l'ARS et donc, du coup, ils peuvent intégrer votre dotation globale de soins, soit en diminution si c'est un excédent qui est affecté en diminution de votre dotation globale de soins, ou si c'est un déficit, on peut l'affecter en augmentation de la dotation. Si vous n'êtes toujours pas couvert par un CEPOM, concernant les comptes administratifs de l'exercice 2023 et ou de 2024, si vous n'avez toujours pas de CEPOM en 2024, et ou de 2025, si vous n'êtes toujours pas couvert par un CEPOM en 2025, eh bien, les déficits sur ces 3 exercices, dès lors que vous n'avez pas de CEPOM, ils sont garantis et donc ils viendront en majoration de votre dotation globale de soins. C'est une notion qui est obligatoire afin de respecter les règles de l'équilibre strict. Les excédents, quant à eux, de cette même période, et évidemment, si vous n'êtes pas couvert par un CEPOM, bien entendu, ils ne seront, quant à eux, pas pris en compte dans la DGS, dans votre dotation globale de soins. Dès lors, l'ARS sera particulièrement vigilante par rapport aux résultats qui seront déposés par les services concernés et surtout de l'évolution de ces résultats sur les 5 dernières années, et nous ferons notamment un focus sur votre volume d'activité, c'est-à-dire sur votre taux d'occupation. Et sachez que des contrôles pourront éventuellement être opérés, être menés. Donc, sur la suite de la transmission du prévisionnel des services vis-à-vis de l'ARS. Donc, dès 2024, donc à partir de cette année, les services qui n'ont pas de CEPOM, ils doivent en théorie, réglementairement parlant, transmettre l'onglet activité du fichier du cadre normalisé du budget prévisionnel en théorie, donc pour le 15 mars en l'occurrence 2024, au titre de l'exercice 2024. Donc, normalement, depuis la semaine dernière, les services concernés devaient transmettre à l'ARS cet onglet de ce fichier. Et ce,
que nous ayons envoyé une décision tarifaire au service ou pas. C'est indépendant de toute notification de crédit de la part de l'agence. Les services, quant à eux, qui sont sous environnement EPRD, parce qu'ils ont signé un CEPOM ou tropisme local, parce qu'ils ont signé notre convention. Eh bien, ces services-là, ils doivent transmettre un fichier qui s'appelle l'annexe activité, qui est donc applicable à cet environnement EPRD, ERRD. Et en l'occurrence, la date réglementaire, c'était le 31 octobre N-1, donc le 31 octobre 2023 pour cette année de 2024. Aussi, l'ARS propose à tous les services de la région de transmettre uniquement le fichier annexe activité, qui est donc celui du modèle de l'EPRAD, et en plus de le transmettre au 31 octobre N-1, et en plus de le transmettre de façon dématérialisée, mais via import EPRD, de le déposer sur la plateforme import EPRD. Pourquoi on vous fait cette proposition? Parce que ça nous paraît logique et pertinent, puisque dès 2026, tous les services vont passer à l'EPRD. Donc, en fait, l'histoire du 15 mars, c'est valable pour le 15 mars 2024 et ça va être valable pour le 15 mars 2025. Et après, on n'en entendra plus jamais parler. Aussi, par mesure de simplification, d'efficacité et pour vous aussi à visée pédagogique, pour vous familiariser avec les fichiers de l'EPRAD, l'outil import EPRAD, eh bien, nous vous proposons de transmettre l'annexe activité. Donc, le fichier Excel qui est applicable au cadre PRD et donc de le déposer au 31 octobre N-1 pour l'année N. Donc pour tous ceux qui ont déjà déposé l'onglet activité au 15 mars, pas de sujet, vous l'avez fait. Si vous voulez aller plus loin et remplir l'annexe activité et la déposer en doublon, faire l'exercice en doublon pour cette année, pas de problème, vous pouvez le faire. Pour ceux par contre qui n'ont encore rien déposé, je vous invite très vite à le faire, c'est-à-dire que vous soyez sous EPRD et que vous n'ayez pas déposé votre annexe activité au 31 octobre, eh bien, il faut le faire. Et puis, pour les services qui auraient dû déposer leur activité au 15 mars et qui ne l'ont pas fait, eh bien, je vous invite à le faire dans les meilleurs délais et, si possible, en prenant cette fameuse annexe activité et en la déposant, si possible, sur la plateforme import EPRD. Au-delà de ceci, je souhaitais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre cet onglet d'activité ou cette annexe activité avec le recueil des données qu'il y a dans Sidoba. L'onglet activité ou l'annexe activité, c'est uniquement votre volume d'activité, votre taux d'occupation, le nombre de journées, en l'occurrence nombre de journées prévisionnelles et nombre de journées réalisées. En aucun cas, c'est ce document-là, onglet activité ou annexe activité, qui va permettre le calcul de vos euros derrière, de votre FGS. Ça n'a pas de lien, d'accord? Celui qui faut vraiment remplir et pour lequel il vous faut concentrer toute votre attention et votre énergie, j'ai envie de dire, c'est le recueil des données dans Sidoba parce que c'est bien ce dernier qui permet le calcul de votre FGS. Il existe par ailleurs, je le sais, un outil que la CEPAM vous demande également de remplir qui s'appelle Réside ESMS et oui, il reste également obligatoire. Sachez tout de même que dans toutes les informations liées à l'activité que vous pouvez transmettre, c'est bien le recueil des données que vous remplissez dans Sidoba qui permet de calculer vos euros. Derrière. L'évolution également attendue de recueil de données, c'est qu'il puisse y avoir dans les années à venir, ça ne sera pas dans les semaines à venir, ça sera plutôt en termes de plusieurs mois, voire d'années, de développer une interopérabilité entre les logiciels qui sont utilisés par les services et tous ces outils pour que vous évitiez de passer des heures de saisie dans tous ces outils. Donc c'est bien pris, c'est bien noté. Il y a des développements qui sont en cours au niveau national. Nous avons déjà fait remonter au niveau de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, mais comme beaucoup d'autres ARS, ce besoin d'interopérabilité des systèmes d'information. Dans l'attente de votre CEPOM, de la signature du CEPOM, c'est donc l'environnement BP qui fait foi, mais qui bénéficie, en l'occurrence, un service qui bénéficie d'une tarification à la ressource avec donc des règles adaptées pour ce document qui devient le BP finalement un document
tarifaire. Ça veut dire quoi un document tarifaire? Ça veut dire que avant votre BP, vous mettiez des charges et des produits dedans en disant voilà toutes mes charges et voilà les produits que j'escompte. En l'occurrence, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que c'est l'ARS qui va vous dire en premier lieu, voilà tes produits, exemple 300 000 euros, et derrière, il va falloir monter, rédiger, remplir votre budget prévisionnel en y inscrivant les recettes que l'ARS vous a notifiées, c'est-à-dire ces fameux 300 000. Donc, fort de connaissance de ces 300 000 euros, eh bien, vous allez décliner en regard vos charges. Et ensuite, vous enverrez ce prévisionnel, ce budget prévisionnel à l'ARS en avisé tarifaire et non plus sur une expression entre guillemets de besoin d'un montant qui pourra être décliné derrière avec un dialogue budgétaire de procédure contradictoire. C'est donc la fin d'une transmission d'un BPN au 31 octobre N-1 à l'ARS. J'insiste sur à l'ARS puisque j'ai fait un renvoi pour les SAD, donc qui sont compris d'ailleurs ou non dans un SPASAD, eh bien, la transmission du BP au 31 octobre reste maintenue et à destination de votre conseil départemental. Donc, c'est bien, là, je parle bien des transmissions budgétaires au 31 octobre N-1 vis-à-vis de l'ARS. Et donc, du coup, votre BP, vous ne l'envoyez plus à l'ARS au 31 octobre N-1, mais vous l'envoyez bien, comme on l'a dit, dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la décision tarifaire de l'ARS. Et je dirais, dans le processus, c'est l'acte 2 de la transmission budgétaire entre l'ARS et le service. Donc, comme je vous l'ai dit, le BP est uniquement à visée tarifaire et l'idée, c'est que vous devez reprendre le montant des financements notifiés par l'agence, l'acte 2, hein. Et j'insiste sur ce point, c'est que toute inscription de crédit supplémentaire au-delà de ce que l'ARS vous a notifié ne saurait lier l'agence. Je reprends mon exemple. L'ARS vous a notifié 300 000 euros de crédit de produits pour l'exercice 2023. Si dans votre BP, vous inscrivez 400 000 euros et que vous envoyez votre BP ainsi, ça ne veut pas dire que vous aurez vos 400 000 euros. Vous avez déjà vos 300 000 euros qui vous sont notifiés. Les prévisions budgétaires, elles sont donc accompagnées de cette nouveauté, de cette annexe qui permet de calculer votre CAF prévisionnel, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement prévisionnel, avec donc un modèle qui est fixé par le niveau national et qui est un fichier Excel qui est disponible sur le site internet de l'agence. Par ailleurs, vous avez également dans cet envoi prévisionnel l'ensemble, il est attendu l'ensemble des documents annexes qui sont dans l'article du code que je présente dans ce PowerPoint. Et enfin, je fais un aparté pour les structures publiques. La notification donc, des financements au cours de l'année, donc pour mon exemple 2024, peut conduire à adopter une décision modificative, alors j'ai envie de dire pas si, mais puisque le BP a déjà été voté, notamment pour les publics autonomes où normalement le vote doit se faire au 31 octobre N-1 au plus tard, et bien là, le service doit transmettre son BP initial ainsi que sa décision modificative. Dans cette diapositive, je vous ai présenté donc une synthèse de ce que je viens de vous évoquer par rapport à la transmission du prévisionnel des services et de l'ARS. Donc, dans la colonne de gauche, vous visualisez les services qui sont toujours à environnement BP, donc qui ne sont pas couverts par un contrat, qui ne sont pas couverts par un CEPOM. Et dans la colonne de droite, les services qui sont déjà à l'environnement de l'EPRD parce qu'ils ont signé un CEPOM ou parce que, tropisme local, ils ont signé la convention. Donc, l'acte 1, dans les deux cas, c'est le service qui envoie quelque chose à l'ARS. En l'occurrence, le service, il envoie quoi? Eh bien, il envoie sa prévision d'activité, son TO, son volume d'activité. Il l'envoie quand? Il l'envoie a priori pour ceux qui sont toujours au BP au 15 mars et pour ceux qui sont à l'EPRD au 31 octobre N-1. Comment il l'envoie? Eh bien, pour ceux au BP, a priori par mail, et pour ceux qui sont à l'EPRD, il le dépose sur la plateforme dédiée Import EPRD, qui est également sur le portail de la CNSA, une application dédiée à l'EPRD.
C'est là où la proposition de l'ARS intervient, c'est que pour les services qui sont encore au BP, en attendant de passer à l'EPRAD, eh bien, c'est d'envoyer cette prévision d'activité via le cadre annexe activité, de l'envoyer au 31 octobre N-1 pour l'année N et de le déposer sur la plateforme Import EPRD pour vous faire la main, pour vous familiariser avec ces outils à visée pédagogique. L'acte 2, vous noterez que c'est strictement le même, qu'on soit dans la colonne de droite ou dans la colonne de gauche. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ARS qui envoie quelque chose au service. En l'occurrence, l'ARS envoie la décision tarifaire, donc notifie ses ressources au service. Quand est-ce qu'elle le fait, l'ARS? Eh bien, dans les 30 jours maximum qui suivent le top départ lancé par le national. Et comment elle le fait, l'ARS? Eh bien, elle le fait par voie de mail. Enfin, partie 3 de l'affaire, c'est de nouveau la balle dans le camp du service. Donc, c'est le service qui transmet quelque chose à l'ARS. Donc, le service transmet quoi? Pour les services partie de gauche qui sont donc toujours à l'environnement BPCA, eh bien, le service envoie son BP, son budget prévisionnel, qui est donc un document à visée tarifaire. Pour les services qui sont déjà à l'EPRD, le service envoie son projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Quand est-ce qu'il faut le faire? Les services au BP, eh bien, on l'a dit, c'est dans les 30 jours qui suivent la décision tarifaire. Pour les services qui sont à l'EPRAD, eh bien, c'est la même chose. C'est dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision tarifaire de l'ARS, mais c'est en rouge. Et là, j'attire votre attention. Au plus tard, quoi qu'il se passe, au 30 juin N. Donc, si par exemple l'ARS notifie sa décision le 15 juillet, histoire inspirée de faits réels, si l'ARS vous transmet sa décision tarifaire au 15 juillet, les structures qui sont à l'EPRD, donc que ce soit des ESMS, PA, PH, des services, des EHPAD, des MAS, des IME, peu importe, toutes les structures qui sont sous environnement EPRD, ERRD, qu'ils aient reçu ou non leur décision tarifaire de l'ARS. Au 30 juin maximum, ils doivent envoyer leur projet de PRD. Si l'ARS envoie le 26 juin sa décision tarifaire, le délai d'envoi de l'EPRD de la structure vers l'ARS reste le 30 juin. Donc ça, c'est un détail qui a tout de même son importance. Et enfin, comment ce document BP ou EPRD est transmis à l'ARS? Eh bien, dans le cas des services en environnement BP, c'est a priori par mail. Et pour les services à l'EPRD, eh bien, c'est sur la plateforme Import EPRD. Et c'est là où, proposition également de l'ARS, c'est si vous le souhaitez, encore une fois, pour vous familiariser avec l'outil, c'est de déposer le BP, pour ceux qui sont au BP, de déposer ce BP sur la plateforme Import EPRAD plutôt que de l'envoyer par mail. La colonne de gauche, donc les services qui sont encore au BP, ce format-là, donc il est valable jusqu'à la signature du CEPOM et en tout cas au plus tard jusqu'à l'exercice 2025 compris. Donc vous l'aurez compris, c'est pour ces 2 années, 2024-2025. Les services à l'EPRAD, eh bien, de toute façon, c'est valable à compter de la signature du CEPOM et, quoi qu'il en soit, pour tous les services à compter de l'exercice 2026. Donc, cette fameuse annexe activité, eh bien, au 31 octobre 2025, il va falloir de toute façon l'envoyer à l'ARS. Donc, plutôt que d'envoyer le 15 mars 2025 l'onglet activité, eh bien, on vous propose d'envoyer le 31 octobre cette annexe activité. Voilà pour le résumé de la transmission du prévisionnel entre les services et l'ARS. Une fois que vous avez envoyé votre BP, que se passe-t-il? Eh bien, le BP peut être validé. Et en l'occurrence, le principe général, c'est celui d'une validation dite tacite. Si vous n'entendez pas parler de nous, c'est que donc, du coup, votre BP est validé tacitement. Et si vous n'entendez pas parler de nous, au-delà des 30 jours, puisque l'ARS peut rejeter dans les 30 jours suivant la réception de votre BP, dans 2 cas. Le premier, c'est si votre CAF dégagée, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement, la nouvelle annexe là, eh bien en fait elle est négative. Alors en l'occurrence, ça s'appelle plus une CAF, mais ça s'appelle une IAF, c'est-à-dire une insuffisance d'autofinancement.
Donc, si dans l'annexe activité, le résultat en bas, le montant en bas, il est négatif, ça sera donc une IAF et là, c'est un motif de rejet de votre BP. Deuxième cas, c'est la CAF, c'est bien siglé positivement, mais en l'occurrence, votre CAF, elle ne couvre pas le remboursement en capital des emprunts de votre service qui sont dus au titre de l'année en cours. Un rappel sur ce qu'est la capacité d'autofinancement. Eh bien, la capacité d'autofinancement, c'est le résultat d'exploitation de votre compte de résultat, mais qui est retraité des charges qui ne seraient pas des charges dites décaissables et qui sont, ce résultat qui est également retraité de produits qui ne sont pas des produits réellement encaissables. Je vais vous citer ici un exemple qui devrait vous parler, c'est celui des dotations aux amortissements qui sont bien des charges et qui sont bien des charges d'exploitation, mais qui ne sont pas réellement des charges décaissables. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir une facture d'un fournisseur pour cette charge et donc du coup, vous n'allez pas payer cette charge à un fournisseur. Ça s'appelle une charge non décaissable et donc du coup, elle ne fait pas partie de votre capacité d'autofinancement. Qu'est-ce qui se passe en cas de rejet? Eh bien, l'ARS va vous notifier sa décision de rejet et à ce moment-là, vous disposez d'un nouveau délai de 30 jours pour nous transmettre de nouveau un BP modifié et évidemment de projet de CAF prévisionnel puisque, a priori, le motif de rejet doit porter sur votre capacité d'autofinancement et en tout cas, quand on vous refusera vos BP, vos projets de BP, on indiquera les motifs de rejet et donc du coup, on s'attend à ce que vous déposiez un BP numéro 2 qui tient compte des motifs de rejet. Vous nous envoyez le BP numéro 2 et on le refuse de nouveau. Que se passe-t-il? Eh bien, vous n'avez plus rien à faire, vous ne devez plus rien faire, vous n'avez plus la possibilité de rien faire. C'est l'ARS qui va fixer le montant des différents groupes fonctionnels du budget de votre service, donc groupe 1 et 2 et 3 des charges, pour notamment les structures sous statut privé. Pour les structures qui sont publiques, si plus globalement votre budget il ne remplit pas les conditions relatives à l'équilibre réel, eh bien l'ARS peut saisir le représentant de l'État dans le département pour la mise en œuvre d'une procédure de contrôle budgétaire. En l'occurrence, le représentant de l'État pour les services autonomes, dès lors que le service est l'activité principale, eh bien, en l'occurrence, c'est l'ARS, le représentant de l'État dans le département, donc on s'auto-saisit. Et pour les services qui sont des budgets annexes de collectivités territoriales, des CCAS, des CIAS, eh bien, le représentant de l'État, en l'occurrence, c'est le préfet de département. Et la mise en œuvre d'une procédure de contrôle budgétaire, eh bien, c'est de vous contraindre à fixer un budget qui répond et qui remplit les conditions de l'équilibre réel, cité à l'article du Code dans la diapositive. Enfin, pour terminer cette présentation et ce webinaire, je souhaitais également apporter des éléments sur des choses qui ne changent pas pour les services qui ne sont toujours pas couverts par un CEPOM, puisqu'il y a quand même une continuité des dispositions budgétaires et comptables issues du Code de l'action sociale et des familles. Donc, en dehors de ce que je vous ai indiqué précédemment, le reste inchangé pour les services qui n'ont donc toujours pas conclu de CEPOM. Une de ces règles, c'est celle de la présentation et d'adoption du budget en deux sections, une section d'exploitation et une section d'investissement, sachant que le budget pour les structures publiques reste un document réglementaire qui est voté et évidemment transmis au comptable public et que le vote de ce BP doit bien être au plus tard au 31 octobre N-1 pour les publics autonomes en particulier. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la notification des crédits par l'ARS en cours d'année peut donc conduire à une décision modificative, notamment s'il y a un écart significatif
entre le montant des produits de la tarification estimée au 31 octobre N-1 et donc réellement signifié par l'ARS en cours d'année N. Évidemment, les documents qui accompagnent les propositions budgétaires sont et restent applicables. Je pense notamment au rapport budgétaire, au tableau des effectifs, au bilan comptable et toutes les données qui sont à compléter dans le tableau de bord de la performance. Si on voulait résumer, on peut dire quand même que, à part l'histoire de la date d'envoi de votre BP qui ne se fait plus au 31 octobre N, mais dans les 30 jours suivant la réception de la décision tarifaire, eh bien globalement, c'est surtout ça qui change. Deuxième point qui perdure, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les règles relatives au compte administratif et donc à l'affectation du résultat issu de ce compte administratif. Donc, votre CA, il doit toujours être établi dans les mêmes conditions de présentation, selon le même cadre normalisé, de vote et de contrôle définis dans le code. Et l'affectation du résultat est toujours décidée par la ARS pour les structures sans CEPOM, bien entendu, mais selon donc les dispositions transitoires relatives au report à nouveau que j'ai cité tout à l'heure dans ma diapositive. Enfin, un rappel sur ce compte administratif. Le dépôt de ce CA est donc attendu au plus tard le 30 avril N+1. Donc, pour le compte administratif de 2023, par exemple, vous devez le déposer au 30 avril 2024. En l'occurrence, vous devez le déposer sur la plateforme Import CA. J'en profite pour indiquer aux services qui seraient déjà à l'environnement EPRD, ERAD qu'ils doivent déposer leur ERRAD à la même date, ça tombe bien, le 30 avril, et en l'occurrence sur la plateforme qui s'appelle Import ERRD. Enfin, dernier point que je voulais vous apporter, c'est que dans le cadre de se réaliser, que vous soyez sous CA ou que vous soyez déjà à l'ERRAD, eh bien, de ne pas oublier de remplir et d'envoyer de transmettre via import CA ou import ERRAD le rapport d'activité type des SIAD, qui est une trame Excel et qui est donc disponible sur le site de l'agence. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et je vais donc couper